L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mondial, la France éliminée de la démocratie. Fontainebleau contre le 14 juillet. La force des symboles. Et comment les politiques vous manipulent. Avant de traiter ces actualités et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Pascal Béard, Michel C., Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur une nouvelle extraordinaire. Et oui, extraordinaire. Des politiques font une conférence de presse pour avouer qu'ils ont comme projet la fin de la démocratie. Cela a au moins le mérite de la franchise. La conférence de presse d'Agnès Evrin-Heller, Laurent Lafont centriste et Sylvie Robert PS, l'extrême centre, qui suscite l'inquiétude. Je vous renvoie à mon entretien d'hier. Les réactions sont légion. Alexis Poulain, mais qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils si peur de la liberté d'expression? Quel est leur pouvoir de nuisance? Qui les a élus? Oui, c'est dramatique. Agnès Evrin était mon amie depuis 1993, nous dit Didier Maisto. Elle connaît tous mes combats. Je n'en reviens pas. Ce soir, et c'est bien anecdotique au regard des enjeux pour toute la société, je viens de perdre une amie. Je ne pourrais pas lui pardonner cela. Pas après 9 ans d'Emmanuel Macron. Si des personnalités de gauche dénoncent ce projet complètement fou, les politiques, les bobos, de la France insoumise jusqu'aux socialos, se taisent. Mais c'est bien un projet orwellien. Pourquoi n'est-il attaqué que par la droite? Et oui, ceux qui dénoncent ce projet s'appellent Lisnard, Asselineau, Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, jusqu'à Éric Zemmour. Bah, messieurs les gauchistes, ce débat devrait être bien transpartisan. Mathieu Boccoté. Ingérence intérieure, ou comment assimiler le désaccord politique à la subversion et se donner le droit de censurer les opposants, ou comment le bloc central se donne les moyens de suspendre les libertés de ses opposants. Fabrice et Bellepoint. C'est amusant ce concept d'ingérence intérieure. On a franchi un palier en matière de novlangue orwellienne européiste. Ingérence intérieure quand même. Il faut oser lorsqu'on appartient au bloc central. Que se passerait-il si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? Sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure? C'est bien de rappeler la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Autrement dit, ceux qui ont participé au coup d'État contre Fillon en connaissent un rayon d'ingérence extérieure. Et ce qui inquiète tout le monde, c'est que cette sénatrice LR, ce n'est pas n'importe qui. Agnès Séverin est une proche de Retailleau et porte-parole des LR. Et quand on rappelle que François-Xavier Bellamy et Nadine Morano, les têtes LR au Parlement européen, ont voté pour chaque contrôle, nous n'avons plus aucune illusion. Les LR sont les têtes de pont des macronards et des européistes. Polémique, polémique. Lors de la conférence de presse, Agnès Evrin a justifié la future loi par un chiffre. Les contenus complotistes cumuleraient 15 milliards de vues. Dans mon entretien d'hier, j'ai montré que ce chiffre venait de Thomas Huchon. Et là, avalanche de messages m'expliquant que ce n'était pas Huchon, mais Chaval-Arias. C'est une technique de troll, le confusionnisme. Créer des discords là où il n'y en a pas. Thomas Huchon, c'est dans l'émission des fact-checkers Conspiracy Watch qu'il popularise les 15 milliards de fake news. Vous avez le lien et l'extrait.
Ce chiffre vient de son travail de chercheur, entre guillemets, qu'il présente au Guignol de la bande à Rudy. Son travail, c'était son livre Résister aux fake news. Pour conclure la polémique, David Chevalarias, chercheur bidon du CNRS, appartient à la même bande de Rudy. Pourquoi vouloir les opposer? Il faut également rappeler que le travail de Huchon n'est pas du tout scientifique ni objectif, et il est surtout particulièrement grotesque. Je vous renvoie à mon analyse de l'entretien d'hier. La sénatrice LR s'est ridiculisée en citant ce chiffre. La France éliminée du mondial, ou plus exactement de la démocratie. La déception est immense chez les supporters français et les commentaires des spécialistes sont particulièrement critiques. Allez, un tweet pour résumer le tout. On n'a pas joué. Pour moi, il n'y avait pas d'envie. La déception des supporters des Bleus au coup de sifflet final du match France-Espagne. La France a perdu 2-0. J'avais prédit cette défaite. Non, ce n'est pas de la forfanterie, ce n'est pas de la double vue, je ne suis pas Madame Irma, et je n'ai pas de boule de cristal. Disons que mon expérience m'a montré que le sport, c'est le prolongement de la politique et des intérêts financiers. Explication. Les moteurs de l'intelligence artificielle avaient déjà prédit la victoire de l'Espagne dès juin contre la France. Autre indice, Macron ne s'est pas rendu aux USA pour les demi-finales, comme si il n'y croyait pas. L'équipe de France a refusé de jouer contre l'Espagne. C'était assez flagrant. La FIFA est accusée de partialité. On se rappelle le carton rouge qui a été annulé pour un joueur des USA après une intervention du président Trump à la FIFA. Et que dire de l'arbitrage concernant l'Argentine? N'oublions pas donc, le sport, c'est aussi de la politique et des intérêts. Allez, approfondissons. Il y a 4 joueurs de notre équipe de France qui jouent en Espagne, au Real de Madrid ou au FC Barcelone. Et de nombreux joueurs de cette équipe de France aimeraient signer dans ces clubs prestigieux. De gros contrats juteux à la clé. C'était peut-être pas le moment d'éliminer l'équipe nationale espagnole. Ils auraient eu quelques difficultés avec leurs supporters futurs. Ensuite, il y a le contexte politique. Aux USA, vous le savez, les tensions raciales sont très fortes. Peut-être que sous Trump, une équipe de France trop homogène était mal vue du pouvoir républicain. Enfin, cette défaite semblait programmée. Il n'y avait pas que l'intelligence artificielle, il y avait quelques indices. Macron qui fait le service minimum, ça c'est un signe. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu trop s'investir, sachant que l'équipe de France allait être éliminée. Et quel jour? Un 14 juillet. Mais quelle honte! On ne peut pas dire qu'ils étaient animés par la flamme patriote. Nous avons donc vécu un 14 juillet historique. Ah oui, on s'en souviendra. Le QR code, le peuple est exclu du défilé, des images abominables des bellicistes corrompus réunis autour de Macron. Pensez, Starmer, détesté de son peuple qui doit partir, est à gauche d'Emmanuel Macron. Quant à Zezette, no comment. À 50 km de là, la forêt de Fontainebleau est en feu, faute de moyens. Les sénateurs rendent un rapport pour lutter contre l'ingérence intérieure. Autrement dit, ils veulent éliminer la démocratie. Les députés vont voter la fin de vie. La France semble désarmée face à la chaleur estivale, les hôpitaux, l'agriculture. L'équipe de France était démotivée pour le 14 juillet. La Macronie en décomposition pue la mort et la cendre. Mais soyons honnêtes, ce défilé fut grandiose. Ah mais si, record de participants, de matériel, 5 millions d'euros plus 20 millions d'euros. Tout le pognon part donc dans des mises en scène grandioses, à la gloire du poudré. À 50 km, la forêt de Fontainebleau n'en finit plus de brûler.
Faute de moyens, Canadair et pompiers. Les gens étouffent dans les EHPAD et dans les hôpitaux. L'agriculture est en péril, faute d'investissement. La pauvreté et la délinquance explosent. La dette est vertigineuse. Ce 14 juillet, cache-sexe de la misère française. Que voulez-vous? Manu a ce côté despote du tiers-monde. Tout le pognon pour lui et rien pour son peuple. Et si vous en doutez, il y a des petits détails qui trahissent sa psychologie. Une amie qui a eu son QR code me transmet à l'instant par SMS. C'est le couple Macron qui invite, comme au restaurant. Mais ce n'est pas possible. Une note de la communauté stupide, parce que la tribune officielle, c'est le couple Macron? Mais au secours! Ce 14 juillet était bien une fête privée du couple Macron, l'Arc de Triomphe privatisé pour des intérêts particuliers. Et vous le savez que le peuple français, lui, n'était pas invité. Mieux, l'État policier a refusé des QR codes aux opposants. Alexandra Orion-Code des Langlois, par exemple. Et que de mauvais goût. 14 juillet, la garde républicaine interprète la musique d'Avengers. C'était certainement pour le niveau intellectuel des invités. Tiens, parlons-en des invités. Tout ça n'a rien à faire pour la fête nationale de la France. Rien. Zézette, qui célèbre les bandéristes, et Pustula van der Leyen sur les Champs-Élysées du 14 juillet. Ça rappelle des souvenirs. Et il ne faudrait pas oublier le patron de cette petite sauterie. De mieux en mieux, Mark Rutte est aussi de la partie. Autant en emporte le vent. La fête nationale volée aux Français par toute l'oligarchie mondialiste. Et bien entendu, les larbins de la presse étaient aux premières loges. Gilles Boulot en tête, très mal à l'aise face aux questions de Didier Maistre sur les QR codes. Gilles Boulot botte en touche et fuit. Et les manipulateurs d'opinion étaient bien entendu présents. Insolite, Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, figure parmi les invités d'honneur du défilé du 14 juillet. Journalistes, politiques, sondeurs, hauts fonctionnaires, ce petit monde consanguin qui ripaille joyeusement sur notre dos. Vous visualisez le symbole? Toute cette Macronie européiste, mondialiste, ripaille et la France brûle à moins de 50 kilomètres. Natacha Polony, très en colère. Chaque été, les mêmes responsables politiques viennent expliquer pourquoi il était impossible de faire autrement. Mais gouverner ne consiste pas à justifier l'impréparation après la catastrophe. Gouverner, c'est prévoir. Depuis 20 ans, tous les experts annoncent l'aggravation des incendies. Pourtant, les budgets sont rabotés, les effectifs de l'organisme national des forêts réduits, une partie de la maintenance des canadaires privatisée, les investissements repoussés au nom d'économies de court terme, résultat des avions immobilisés, des forestiers moins nombreux, des moyens insuffisants et des milliers d'hectares qui partent en fumée. Les excuses ne font pas une politique, c'est le moins que l'on puisse dire. Être responsable, c'est bâtir dès maintenant un grand plan national pour la forêt, un plan global associant pompiers, forestiers, élus locaux, industriels et États, pour renforcer l'organisme national forestier des forêts, entretenir les massifs, prévenir les feux, développer une véritable filière française de bombardiers d'eau et faire de la protection des forêts une priorité stratégique. Il faut cesser de considérer ces dépenses comme des coûts. Ce sont des investissements pour notre sécurité, notre patrimoine et notre souveraineté. Et il ne faudrait pas oublier un point, les forêts, les arbres sont une arme merveilleuse naturelle contre le réchauffement climatique. C'est quand même curieux qu'ils laissent brûler notre patrimoine forestier. Une politique responsable ne réagit pas aux catastrophes, elle les anticipe. Une évidence. Mais nous connaissons les priorités des Macronards.
Pour son dernier 14 juillet, Le Poudré fait entrer Hervé Guémard, LR, dans l'ordre de la Légion d'honneur. En 2005, l'ancien ministre avait dû démissionner après la révélation par le Canard enchaîné de son duplex parisien de 600 mètres carrés, loué 14 000 euros par mois aux frais des contribuables. Clara Guémard était présidente directrice générale de General Electric France au moment du rachat de la branche énergie d'Alstom Énergie par General Electric. Opération permise par Le Poudré, d'abord comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis comme ministre de l'économie de François Hollande. Dossier manipulation. Comment les politiciens manipulent vos esprits. Déjà, vous savez qu'ils sont conseillés par des spin doctors, c'est-à-dire des experts en communication et autres coups tordus. Oui, les politiciens vous vendent leurs réformes infernales comme des paquets de lessive et font en sorte de semer la confusion dans vos esprits et la discorde entre vous. Tenez, un petit exemple personnel. Hier, cet entretien. Mais que s'est-il passé? Eh bien, de nombreux trolls sont venus mettre le chaos dans ma communauté. Ils affirment que l'info, Macron humilié par la justice, est un fake. Non, c'est pas un fake. Macron a bien été humilié par la justice car il a été contredit. La justice, dans son arrêt, a montré que le QR code était un acte tyrannique. C'est net et précis. Alors, il est vrai, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon entretien d'hier, que le Conseil d'État a rétabli ce QR code. Mais le Conseil d'État, ce n'est pas la justice. D'ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État est très intéressant. Il ne remet pas du tout en cause l'arrêt de la justice. Il dit seulement que la sécurité des chefs d'État est une priorité. Il reconnaît en quelque sorte que ce QR code est un acte tyrannique. Mensonge, mensonge. Et ce que je constate, c'est qu'évidemment, ces trolls n'ont pas vu la vidéo parce que je développais mon argument. Deuxième mensonge de ces trolls, ils m'expliquent que ce n'est pas Thomas Huchon qui est à l'origine des 15 milliards de tweets, mais Cheval Arias, chercheur au CNRS. Vous comprenez, chercheur au CNRS, cela donne comme un argument d'autorité. C'est faux, c'est un mensonge pour sauver le soldat Huchon. Voilà comment il procède. Méfiez-vous de ces trolls. Autre exercice de manipulation, un expert en manipulation, Raphaël Enthoven. Donner la mort à la personne qui la demande, c'est le sommet du soin. C'est un joli paradoxe. Tuer, c'est soigner. Certains pensent qu'Enthoven est malhonnête, mais une autre hypothèse mérite d'être examinée. Ne serait-il pas simplement stupide? J'ai une autre hypothèse, corrompu et aigri. Pour comprendre comment on dérive lentement mais sûrement dans ce monde orwellien, soigner, c'est tuer, Antoine et moi, nous allons mettre en lumière les astuces et les théories qu'utilisent ces spin doctors. Bonjour Antoine, un nouveau rendez-vous sur la manipulation des masses. Alors, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent, ce n'est pas un interview aujourd'hui, c'est plutôt un dialogue à deux. Antoine va nous préciser les éléments théoriques et puis essayer de trouver des applications concrètes avec nos amis macronards. Premier intellectuel, Albert Bandura, sur lequel nous allons un petit peu réfléchir, va mettre en place certains éléments de cette fabrique du consentement. Alors, qui est Albert Bandura, Antoine? À ne pas confondre avec le quasi homonyme, hein. Oui, Mais Bandera. Oui. à ne pas confondre. Non, Bandura, enfin, on peut commencer par là, parce qu'il y a Lippmann qui vient avant chronologiquement, mais on en parlera après. Oh. Bandura, il est intéressant parce qu'il fait rebondir sur la première discussion pardon, qu'on a eue tous les deux Mm. sur ce sujet. Est-ce que Bandura finalement valide, ou est-ce que c'est Girard qui valide Bandura? Mais bref, là, dans un aspect plus concret, il valide justement l'imitation, l'apprentissage par imitation. Parce que Bandura, il montre, alors notamment avec une expérience qui est l'expérience de la poupée Bobo, c'est donner des poupées aux enfants, enfin, et les adultes font des choses avec la poupée, la tapent, etc. Et en fait, on voit que les enfants font la même chose. Donc, avec cette expérience de la poupée Bobo, c'est là qu'on apprend
on apprend que l'on apprend, pardon, en observant et en imitant des modèles prestigieux ou légitimes, enfin les modèles, comme on disait, ça explique les influenceurs, ça explique la publicité, ça explique entre guillemets, alors pas le désir mimétique parce que c'est pas une question de désir, mais on comprend que l'on apprend par imitation. Et donc cette expérience-là est très voilà, c'est l'apprentissage pardon, social par l'imitation et ça nous permet de rebondir sur la première vidéo où on en parlait par le biais de Girard. Et s'il y a des modèles de cruauté ou de déresponsabilisation, eh bien, prenons par exemple la jeunesse, hein, ils vont imiter des contre-modèles. Bon, là dans l'actualité, on a un contre-modèle qui est une série, c'est Hamza Ladouane, et qu'ils vont s'identifier à des modèles même négatifs. Et j'ai vu dernièrement sur CNews des professeurs expliquer que déjà ils avaient des Hamza Ladouane dans leur école. Parce que ça fait un mois ou un mois et demi qu'ils postent ces vidéos sur TikTok. Dans le traitement, dans la place que prend ce garçon, méfiez-vous. Parce que là, vous en avez un, vous allez en avoir 10. Parce que vous allez donner envie à d'autres ados de devenir des stars. Donc, un modèle, un influenceur. Sur le plan politique, bah, Emmanuel Macron va chercher ses modèles un peu partout. Alors, un contre-modèle très célèbre qui a servi la soupe à Emmanuel Macron, Nabila. Nabila, Oui, allô, t'as pas de shampoing? Bon, oui, oui, oui. on était un petit peu étonnés de se dire, mais comment se fait-il que Nabila, Nabila ou d'autres d'ailleurs, Magali Berda, puissent soutenir Emmanuel Macron? Bah, c'est ça, c'est l'imitation, ce sont des leaders d'opinion. Elles- Ils ont une communauté, et donc on va chercher les contre-modèles pour Bien sûr, servir la cause politique. complètement. Et ça marche aussi pour le commerce, hein, ça marche aussi pour l'économie. Le meilleur exemple de ces choses-là, c'est une imitation, disons qu'on va acheter ce que fait ce modèle. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça va être la contre-culture, par exemple, hein, c'est clairement, et les contre-cultures à l'américaine qui sont récupérées, si tu veux, par le système américain. Comme on voyait dans les années 60-70, les Beatles, etc., c'était de la contre. Les Beatles ne sont pas américains, mais bon, bref. Ou d'autres, ou l'Europe psychédélique, tout ça, qui était de la contre-culture et de la critique de la société américaine, mais qui ont été récupérés par les grosses majors, par le capitalisme, pour dire, mais c'est génial ce que vous faites, on va le vendre. Ah, et si on le vend, en fait, avec ces contre-modèles, donc par imitation, parce que la jeunesse a envie d'être rebelle, etc., en fait, on vend ces modèles-là. Moi, le meilleur exemple que j'ai, que je trouve fascinant, c'est ces révolutionnaires qui portent des t-shirts Che Guevara. Le t-shirt qui est vendu en série à 1 million d'exemplaires. C'est, mais c'est fascinant parce que le capitalisme à l'américaine récupère tout. Et c'est de l'imitation parce qu'on va adorer Che Guevara, enfin, jeune, adorer Che Guevara parce que révolutionne, etc. Mais complètement dans le Bah, système capitaliste, on va acheter des t-shirts à 20 balles. Voilà, mais c'est euh, fascinant. Tiens, puisque je rebondis, puisque tu parles de Che Guevara, la France insoumise, tu vois, la relation. Bah, Lointaine, mais oui, oui. j'ai très lointaine, mais enfin, ils se revendiquent, hein, ce sont eux qui achètent des Oui, t-shirts Che Guevara. ils achètent des Euh, t-shirts. Ils achètent des t-shirts. les modèles négatifs, quand il y a eu le lynchage de Quentin de Ranc, nous avons des gens de la France insoumise qui nous ont expliqué que c'était acceptable, le lynchage des gens de gauche. Oui, Et bien on sûr. arrivait, et on était même, je veux dire, on était déstabilisés. On se dit, mais ce sont des gens de gauche. Le lynchage, quand même, dans l'histoire de la gauche, Oui, c'est une chose, ça existe, quoi. Et là, ça y est, parce qu'il y avait ce modèle de la jeune garde. oui. Alors, on va passer à un deuxième intellectuel, Léon Festinger. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oh, moi, je vais le prononcer comme toi parce que tous ces noms à consonance germanique anglo-saxonne, je suis pas. Ah, Je moi, je suis préfère pas dire. je suis pas Moi non plus. germanophone. Donc, Moi non plus. Mais disons, par contre, oui. disons Festinger, on va pas dire Festinger, on va pas faire les Français des années 60, parce que des années 50, on va encore nous le reprocher. Oh, moi, Allez, j'aime bien ça. Léon Festinger. monsieur Festinger, qu'avez-vous à vous dire? Et oui, oui, moi j'aime beaucoup aussi. Mais non, mais Festinger, disons Festinger, moi, me fascine parce que je vais te faire une relation. Après, quand on aura fait tout notre appareil, comment dire, notre appareil intellectuel, je vais te montrer, enfin, je vais te montrer comment ils font comment, comment le système se ferme très très bien. Mais Festinger, il est fascinant parce que il trouve, comment,
il prouve la dissonance cognitive. Alors aujourd'hui, c'est un terme qu'on voit un peu partout, dissonance cognitive. Oui, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne déjà. Ouais. Il montre en fait qu'un individu confronté à une contradiction entre ses actes et ses croyances, donc son comportement et ses croyances, hein, tend souvent à modifier ses croyances pour retrouver une cohérence cognitive. La dissonance, c'est la dissonance entre son comportement et ce qu'on croit. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, comme on Mm. dit. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, donc il a fait une expérience pour illustrer le mécanisme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait intuitivement penser qu'on changerait son comportement. On croit en nos idées, donc on change notre comportement, mais non. Lui, il prouve qu'on change notre croyance et pas le comportement. Et ça, c'est fascinant. Et je te dirai pourquoi à la fin, parce on reviendra sur le nudge, sur Festinger et sur une autre expérience qui fait que le cercle est parfaitement fermé. Mais Festinger est passionnant pour ça parce qu'effectivement, on voit que l'humain ne change pas sa croyance, mais change pas son comportement, pardon, mais change sa croyance quand il y a une Bah, dissonance entre les deux. Et c'est fascinant. je viens d'en parler avec le lynchage et la France insoumise. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On peut aussi faire référence à tous ces gens qui, on les croyait pacifistes et qui nous vendent la guerre en Ukraine. Tout à fait. Voilà. Et on peut multiplier les exemples de retournement idéologique, de retournement de veste. Je ne parlerai pas de Wauquiez, ça c'est un autre sujet. Il a retourné sa veste, mais lui, c'est pas une dissonance cognitive. Hein. Lui, Non, c'est non. profondément ancré chez lui. Ah non, Voilà. mais lui, c'est dans sa croyance, il Est-ce n'a pas que, besoin de savoir ouais, ni le est-ce que tu comportement. as des exemples, par exemple, de la manipulation de la dissonance cognitive chez Emmanuel Macron? Oh, Est-ce- chez Emmanuel Macron, mais c'est quotidien, je pense. Mais... Oui, bah, Après, est-ce que le en même temps fait partie de cette dissonance cognitive? C'est-à-dire d'arriver à mettre deux choses contradictoires pour aller sur un objectif et de modifier nos perceptions. Sur le vaccin, par exemple, comment il va modifier nos perceptions, comment nous allons changer nos perceptions sur le vaccin, etc., etc. Si on regarde la politique d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'il va changer d'opinion sur à peu près tout. Quatre exemples effarants. Et il faut aussi ajouter que les journalistes qui ont soutenu les positions de 2017 ont dû justifier l'inverse quelques années plus tard. Oui, changer ses croyances, c'est quand même plus simple. Du vide de la politique française. Il n'incarne que le vide. Jacques Attali. Oui, Macron est l'homme sans croyance. C'est facile ainsi de changer de position. Pensez au revirement sur le nucléaire. 2017 et le discours de novembre 2018, Macron annonce qu'il va réduire la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% d'ici 2035. Et dans la foulée, il fait fermer Fessenheim. Mais quelques années plus tard, il est obligé de faire construire des nouveaux réacteurs en catastrophe. La France a perdu 5 ans. Pensez également à la retraite à 64 ans. Pas de report de l'âge légal au-delà de 70 ans pendant le quinquennat. C'est ma promesse de 2017 pendant le grand débat 2019. Et poum, retraite à 64 ans, voire 67 ans avec son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Que de mensonges pour se faire élire. Pensez également à la rigueur budgétaire. On annonçait le Mozart de la finance. Un ministre libéral, celui qui allait redresser les finances publiques. Et pan, 3500 milliards de dettes en 2026, 1100 milliards à son actif. C'est exactement le même mensonge sur les libertés civiles. Macron s'est fait élire sur une image libérale, jeune, moderne. Et censure, fermeture de médias, répression, passe sanitaire, chat de contrôle. C'est ça le nouveau monde. Il a menti sur tout. un exemple de dissonance cognitive, c'était, je ne sais pas si tu te souviens ou si vous vous souvenez, auditeur, des dernières élections législatives, où le NFP se présente en groupe, LFI, PS, etc. On a des gens votant LFI, votant extrême gauche, peu importe la terminologie, je pense en Corrèze, qui vont aller voter pour un candidat qui s'appelle François Hollande, chez eux, alors que pendant des années, après qu'il est au pouvoir, ils l'ont critiqué comme quelqu'un n'étant pas de gauche, finalement. Mais là, donc ils n'ont pas changé de comportement, puisqu'ils vont voter pour NFP quand même, mais ils changent la croyance, finalement, Hollande est de gauche. Là, on a une dissonance cognitive parfaite. C'est Bah, une dissonance. et ça a été d'ailleurs utilisé par Emmanuel Macron
avec son panel de soutien qui allait de gens, il y avait des gens de gauche, dits de gauche, je pense à Oui, Robert oui, Hue, oui. des Oui. écologistes, des conservateurs, des LR, des socialistes. Donc chacun pouvait aller voter pour Emmanuel Macron car il retrouvait en grande partie ses théories. Ah, ça d'ailleurs, ça nous fait penser à l'effet de halo, mais Hmm. je reviendrai là-dessus, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Merci Antoine pour ces éclairages. Ah, il y en a deux là, Wilson et Nisbet, je prononce bien. Les quatre paires de chaussettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des quatre paires de chaussettes Mais peut moi, nous c'est pareil, éclairer? je les adore aussi parce que là, on arrive à la fin du schéma que je voulais te dire. Parce qu'on a parlé du nudge dans la vidéo précédente. Donc, en gros, enfin, très vite sur le nudge, c'est Thaler et Sunstein. Ouais, ils ont tous des noms aussi. Taylor et Sunstein. Désolé, c'est que des anglo-saxons, mais c'est forcément, comme on disait au début, dans la première vidéo, c'est tout tiré du behaviorisme qui est complètement anglo-saxon. On a expliqué pourquoi, hein. Donc, forcément, c'est Et tiré de Lippmann, hein. voilà, J'ai l'impression que c'est lui qui a vraiment. tout à fait, mais c'est purement anglo-saxon dans l'esprit. C'est le behaviorisme, c'est on va pas revenir aux aspects théologiques de la chose, mais c'est très protestant tout ça. Donc Lisbeth et Wilson, ils ferment le cercle parce qu'on a commencé par le nudge. Donc le nudge, c'est modifier votre comportement. On ne cherche pas à limiter votre liberté, entre guillemets, on dit c'est mieux de faire ce comportement-là. Donc on oriente votre comportement. Ensuite, on arrive sur Festinger. Donc comportement, une croyance, et ben on va plutôt changer notre croyance. Donc là, on a on impose un comportement, mais avec ce comportement, comme on va pas changer le comportement, on va changer notre croyance. Hop, la personne a changé son comportement, mais a changé sa croyance aussi. Et point final, parce que ce point final est quand même fascinant, c'est Nisbet et Wilson, c'est la rationalisation. Nisbet et Wilson font une expérience qu'on appelle l'expérience des collants. Euh, Ils l'ont fait dans les années 70, 77. Euh, donc on propose 4 paires de collants identiques à des gens, et chacun choisit, en fait, les participants vont majoritairement choisir les collants de droite. Parce qu'en fait, bon, pour aller très vite, cognitivement, on a plutôt tendance à aller acheter les trucs qui sont à droite des rayons. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que les gens, on leur demande pourquoi vous avez choisi ces collants-là. Ils ont tous une explication rationnelle. Le tissu est meilleur, je préfère la couleur, etc. Alors que ce sont exactement les 4 mêmes paires de collants. Exactement, c'est la même chose. Mais ils rationalisent a posteriori leur choix. Et donc, c'est fascinant, parce que ça veut dire que l'humain a en fait choisi, j'ai dire le cervelet, le cerveau reptilien, entre guillemets, a déjà choisi, mais l'être humain a besoin de rationaliser après. Donc, on arrive à ce cercle magnifique. Nudge, on oriente votre comportement. Deuxièmement, avec Festinger, finalement, vous changez votre croyance en rapport avec ce comportement. Et en plus de changer votre croyance, vous le rationalisez a posteriori. Mais oui, Hollandais de gauche. Ben, il a fait des trucs pas de gauche. Mais en fait, si, il est quand même de gauche, il était au PS. Donc si, on va rationaliser. Donc c'est fascinant. Voilà, le schéma est fermé et voilà dans quoi ils nous enferment. Ils ont changé en changeant le comportement, on arrive à la fin à rationaliser des croyances qu'on n'avait pas au début. Et c'est fascinant. Euh, Voilà la quadrature du cercle. c'est intéressant parce que je n'ai pas fait de recherche précise, mais ce sont des souvenirs littéraires. Montaigne avait déjà perçu ce genre de choses. Alors, il y a la notion de mauvaise foi et apprendre à se connaître. Il s'était aperçu qu'il avait des comportements qui n'étaient pas rationnels et qu'il avait tendance à rationaliser. Oui. Et ça, donc les philosophes avaient conscience de ce genre de choses. Et pour lutter contre ces dérives, c'est la connaissance, apprendre à se connaître, apprendre à raisonner. Ce sont les meilleurs moyens. Euh, il est donc temps de passer à la mise en pratique sur la fin de vie, vous l'avez compris. Soigner, c'est tuer, Raphaël Enthoven. Comment en est-on arrivé là, à cette dérive orwellienne? Il y a d'abord eu une première étape mise en place par les spin doctors, le conditionnement, avec l'aide de la presse, reportages, témoignages en faveur de la loi. Pas de contradiction. Il aurait fallu, par exemple, dire que la loi Leonetti prenait en charge la quasi-totalité des cas qui sont éligibles en fin de vie. Deuxième moyen, la peur, des images traumatisantes. Ah ça c'est le nudge, hein, pour modifier votre opinion, vous traumatiser. Et c'est là qu'entrent en scène les clowns, les leaders d'opinion, pour que leurs
clientèle les imite. Il faut absolument créer un mouvement de conformisme en faveur de la loi. Si vous avez autour de vous des gens, ils vous disent non mais c'est une loi qui est formidable. Mais dans la réalité, ils n'en connaissent pas les détails. Ce n'est que du conformisme social, de l'imitation. Bien entendu, il y a la diabolisation. Tous les adversaires de cette loi sont des réacs, c'est l'extrême droite. Et pour valoriser tous ces gens qui sont en faveur de la loi, on utilise des mots avec des connotations très valorisantes. C'est une loi de compassion, c'est une loi de dignité, c'est la liberté, c'est un droit. 4 affreux mensonges. Nous les avons débunkés hier avec Franck. Et bien entendu, l'individu, par la suite, rationalise. C'est ce que vous explique Antoine. Et oui, on est arrivé à ce délire absolu. Donner la mort à la personne qui la demande, c'est le sommet du soin. Cette loi est tellement abominable que certains commencent à avoir des sueurs froides, des inquiétudes, un changement de majorité par exemple. Il y aurait de quoi envoyer pas mal de monde aux assises. Ce diable de Lecornu. Le Premier ministre Lecornu annonce qu'il saisira le Conseil constitutionnel après le vote solennel de mercredi. Un aveu qui prouve que ce texte est plus que problématique. En cause, le délai de rétractation, le consentement des majeurs protégés et la clause de conscience des soignants et établissements refusant l'aide à mourir. Et il faudrait ajouter la rupture d'égalité entre les riches et les pauvres. Vous le savez, il n'y a pas suffisamment de place dans les centres palliatifs. Autrement dit, ce sont les plus pauvres qui seront les cibles de cette loi. L'horreur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Demain, une rubrique fantasy bien achalandée. À demain. Au revoir.